Il s'appelait au départ projet de loi contre le séparatisme. Le projet de loi rebaptisé qui doit conforter le respect des principes de la République est examiné à partir d'aujourd'hui en commission de l'Assemblée nationale. 51 articles qui touchent à des sujets ultra sensibles sur fond de lutte contre l'islamisme radical. Parmi ces sujets sensibles, on va essayer de voir si celui de l'ultra-droite est abordé ou pas avec nos invités. Pauline Guéna, bienvenue à vous. Merci. Bienvenue également Marc Leplongeon. Vous êtes tous les deux les auteurs avec Jean-Michel Decugis du livre La Poudrière, c'est aux éditions Grasset. Alors, on a voulu vous montrer cette image du projet de loi sur, entre guillemets, les séparatismes parce qu'on se pose la question de savoir si c'est une forme de séparatisme selon vous et si c'est évoqué dans ce projet de loi. Oui, selon nous, c'est clairement une forme de séparatisme. En fait, l'ultra-droite se positionne contre la République et contre la société telle qu'elle est actuellement. Et d'ailleurs, suite à l'attentat perpétré par Frédéric Limolle contre des gendarmes, le procureur de Clermont-Ferrand a dit que la France était un des seuls pays d'Europe à ne pas considérer la radicalisation d'ultra-droite comme une radicalisation au même titre. Contrairement à quel pays ? Contrairement à tous les autres pays d'Europe, en fait. Oui, c'est le cas en Allemagne et c'est notamment au Canada ou aux États-Unis où, à l'époque, nous, en 2013-2014, quand on a eu les premières vagues de djihadistes qui ont quitté la France pour rejoindre les territoires du Pakistan, de l'Irak, de la Syrie, déjà au Canada ou aux États-Unis, ils étudiaient la question sous l'angle de la radicalisation, mais de manière beaucoup plus globale que nous, on le faisait. Alors, vous estimez à combien ce noyau de militants ? Alors, le noyau dur, il est constitué de 2500 à 3500 personnes. C'est une estimation qui date de 2004, qui n'est pas récente. Nous, on estime qu'elle est largement sous-estimée aujourd'hui. Cela étant dit, c'est le noyau de personnes qui sont susceptibles, selon les services de renseignement, de passer à l'acte, c'est-à-dire de mener des actions violentes sur le territoire, c'est-à-dire, si on va plus loin, de troubler l'ordre public. En réalité, le gros problème de l'ultra-droite aujourd'hui, c'est que non seulement il y a ce noyau-là, mais après, il y a tout ce qu'il fédèrent autour d'eux, et là c'est un problème, notamment pour la scission de la société française. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu passage à l'acte ? Je m'adresse à vous. Oui, bien sûr. Il y a eu plusieurs attentats déjoués, notamment un dont on parle dans le livre, AFO. En fait, c'est Action Force Opérationnelle. C'est un groupe qui s'est constitué à l'échelle du territoire français et qui préparait des attentats contre des imams radicalisés et également contre la population musulmane, puisque leur projet était d'empoisonner des barquettes de viande halal. Donc, dans les supermarchés. Ça, c'était en 2018. 2018, exactement. Ouais. Ça a été déjoué. La cellule qui préparait cet attentat a été infiltrée et l'attentat déjoué. Il y a un certain nombre après de faits. Alors là, ça visait des communautés religieuses, en l'occurrence la communauté musulmane. Mais on a aussi un certain nombre de projets d'attentats qui ont été déjoués et qui visaient cette fois-ci des personnalités politiques, que ce soit Emmanuel Macron, Christophe Castaner, l'ancien ministre de l'Intérieur, ou même Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Mais sont-ils autonomes ou se revendiquent-ils, par exemple, du Rassemblement national, voire d'idéologues comme Renaud Camus ? Alors Renaud Camus, oui, très certainement. Renaud Camus, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a conceptualisé l'idée du grand remplacement. C'est l'idée selon laquelle la population française d'origine se ferait peu à peu substituer une autre population d'origine immigrée. Alors ça, c'est une des figures de l'ultra-droite. Après, l'ultra-droite n'a pas de grand chef. Les événements qu'on a vus aux États-Unis, par exemple, où on a des gens qui viennent envahir le Capitole en soutien de Donald Trump, ça n'existe pas chez nous, car l'ultra-droite française est complètement groupusculaire, elle est éclatée avec tout un tas de mouvements sur le territoire. Mais Renaud Camus, vous l'avez rencontré et lui, il vous dit, attendez, moi j'appelle pas, si je ne m'abuse, à la violence. Alors, Renaud Camus, il dit quand même que la France est actuellement colonisée, que l'immigration, c'est en fait une colonisation de peuplement de la France, et qu'il faudrait lutter contre cette colonisation et mener en fait une guerre de décolonisation. Voilà. Ouais. Mais chez qui ça prend ce discours ? Qui sont-ils ? Est-ce que ce sont des gens de la classe moyenne, des gens éduqués, plutôt des exclus de la société ? Tout ce que vous venez de dire, en fait. C'est-à-dire, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la société française actuelle est hyper perméable à ce discours et qu'il se répand dans des classes sociales où on n'aurait pas pensé forcément le trouver. Ouais. On a rencontré des gens qui votent dans des partis plutôt dits du centre et qui pensaient que ça serait une bonne idée, en fait, d'exercer des représailles contre la communauté musulmane. Toute communauté musulmane confondue, suite à un attentat djihadiste, par exemple. En fait, et ça, on le voit très clairement, à chaque fois qu'il y a un attentat islamiste sur le territoire, qui est aujourd'hui, faut remettre aussi les choses dans l'ordre, le péril islamiste sur le territoire est considéré par les services de renseignement comme le premier des périls nationaux. Mais à chaque fois qu'il y a
un attentat islamiste ou un projet d'attentat, il y a une sorte de réplique derrière, ou en tout cas on s'attend à une réplique. Ouais. Et c'est très très clair, notamment en janvier 2015, après les attentats contre Charlie Hebdo ou contre l'Hyper Cacher. François Hollande reçoit des notes de ses conseillers qui lui disent « Attention, attention, il risque d'y avoir des affrontements communautaires sur le sol ». Juste une question tout de même, et soyons précis, le mouvement des Gilets jaunes à la base est populaire, apolitique, il y a une récupération de mouvements d'extrême gauche. Quelle a été la place de cette mouvance dans ce mouvement, selon vous ? Selon nous, elle a été immense. C'est-à-dire que dès le début du mouvement, c'est un mouvement où un certain nombre de personnes vont considérer, notamment Logan Gian, qui est une figure ultranationaliste qui est aujourd'hui réfugié à Rome, chez ses amis de Casa Pound, le mouvement néofasciste italien. Et lui, dès le début du mouvement, considère qu'il y a une sorte c'est le moment de l'extrême droite. Il pense que la limitation à 80 km/h, le prix de l'essence, le coût de la vie, tout ça, c'est des thématiques longtemps foncièrement ancré à l'extrême droite, et il est important d'agir et d'agir sur ce mouvement. Et on va d'ailleurs voir qu'une grande partie des figures ultranationalistes et ultra dont on parle dans ce bouquin, on va les retrouver à un moment ou un autre dans les manifestations de Gilets jaunes. Merci beaucoup à tous les deux, Pauline Guéna, et merci également Marc Le Plongeon d'être venu sur notre plateau.